Bismillahirrahmanirrahim. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une partie de mes travaux de thèse de doctorat intitulée Étude de l'alliage nanostructuré à base de nickel, manganèse, cobalt, élaboré par mécanosynthèse. Ce travail a été effectué au laboratoire des sciences et de génie des matériaux, LSGM, de l'USCHB sous la direction du professeur Mohamed Azzaz. Le contexte et les objectifs de mon travail consistent en ce qui suit. Le domaine fascinant de la nanotechnologie a un large éventail d'applications, dont je cite quelques applications à titre d'exemple, à savoir les séparateurs magnétiques dans le secteur alimentaire, les trains de lévitation magnétique, les transferts d'énergie sans fil à travers des champs magnétiques, les disques durs et enfin la réfrigération magnétique. Les trois éléments, nickel, cobalt, manganèse, constituant notre polycristallin nanostructuré, ont été choisis pour leurs propriétés magnétiques et structurales intéressantes d'un côté et d'un autre côté pour leur coût très abordable, dans le but de l'utiliser dans la réfrigération magnétique. Donc, notre objectif, c'est l'élaboration et caractérisation des alliages nanostructurés à base de nickel, manganèse, cobalt. L'originalité de ce travail de recherche, c'est la méthode d'élaboration pour ces trois éléments ensemble avec une stoichiométrie étudiée. La méthode d'élaboration classique est une combinaison entre la fonderie et la métallurgie des poudres. Quant à celle utilisée dans notre travail, c'est la mécanosynthèse ou le broyage mécanique à haute énergie. Afin d'exposer ce travail d'une manière claire, nous avons établi le plan de travail suivant. Dans l'étape suivante, je mettrai en évidence les différentes techniques d'élaboration et de caractérisation utilisées dans notre travail, la discussion de nos résultats. Cela nous amène tout certainement au dernier point de mon exposé, qui est une conclusion générale suivie par des perspectives ouvertes. Introduction. Nombreuses études sont faites ces dernières décennies sur la synthèse des matériaux nanostructurés. Cet intérêt grandissant résulte des propriétés des nanomatériaux qui sont beaucoup plus intéressantes à ceux des matériaux massifs. Notre étude se propose d'élaborer un alliage en poudre à base de nickel, manganèse, cobalt à structure nanométrique par mécanosynthèse et de suivre les différents mécanismes de la mise en solution du manganèse et du cobalt dans la matrice du nickel. On s'est motivé à étudier l'évolution des propriétés nanostructurales et magnétiques et thermiques de l'alliage nickel-manganèse-cobalt élaboré par mécanosynthèse au moyen d'un broyeur planétaire RETCH de PM200. Nous avons fait varier le temps de broyage entre 1 heure et 45 heures. La caractéristique commune des matériaux nanostructurés est la variation de l'échelle nanométrique d'au moins un des paramètres microstructuraux, dimension, taille des grains, composition chimique, densité atomique, orientation cristallographique. Les procédés de fabrication sont classés selon deux approches dites top-down et bottom-up. Dans l'approche top-down ou descendante, on cherche la miniaturisation des structures existantes. On commence par un matériau massif et on le décompose afin d'avoir une structure nanocristalline par réduction des tailles de grains. L'approche bottom-up, dite ascendante, correspond à la démarche inverse. Elle consiste à construire les nanomatériaux atome par atome, molécule par molécule ou agrégat par agrégat. La synthèse chimique de ces matériaux sont un exemple de ce procédé. Plusieurs techniques de synthèse ont permis l'obtention de matériaux nanocristallins. On peut classer les techniques en trois grandes catégories: voie physique, voie chimique et voie mécanique. La mécanosynthèse. La mécanosynthèse est une technique d'élaboration des alliages à l'état solide par des chocs mécaniques, ce qui se produit par des formations plastiques répétées, fracturation et soudage à froid. Cette méthode peut produire une taille de grain extrêmement petite, inférieure à 10 nanomètres. Des phases métastables, cristallines et amorphes peuvent être apparues. Une forte concentration de défauts de réseau, comme le montre la vidéo suivante. On peut résumer les étapes de l'évolution de poudre élémentaire sous broyage en trois étapes. État initial,
Les matériaux introduits dans le broyeur peuvent être des poudres élémentaires ou préalliés. État transitoire soumis au choc mécanique, une succession de fractures et de soudures conduit à la formation de la mère alternée. État stationnaire, en fin de broyage de quelques heures à quelques centaines d'heures, la nature du produit broyé n'évolue plus du point de vue de la nature des phases et leur distribution microstructurale. Trois systèmes sont à distinguer suivant le comportement mécanique des poudres broyées dépend énormément aux constituants initiaux. Système ductile, système ductile fragile et système ductile fragile. Pour caractériser notre intermétallique, nous avons eu recours à plusieurs techniques, en l'occurrence la diffraction des rayons X, XRD, qui va nous permettre de déterminer les phases des paramètres cristallographiques, la taille des cristallites et les microdéformations. La microscopie électronique à balayage couplée à l'ETX qui va nous permettre de suivre l'évolution de la morphologie des particules et la constitution des phases. La granulométrie laser qui va nous donner une idée claire et précise sur la taille et la répartition des particules tout au long du processus de broyage. Étude structurale. La présente figure illustre l'évolution de la formation du composé intermétallique pour différents temps de broyage. Notons la disparition du pic du cobalt se fait suggérer éventuellement la solution solide, nickel 1, cobalt 1 de structure rhomboédrique. Ce dernier perd une phase après 10 heures de broyage et se transforme en une haute phase nickel 3, cobalt 2. En outre, le manganèse qui n'est pas encore mis en solution influe sur la formation du composé intermétallique et contribue à l'élargissement du pic enregistré pour de faibles temps de broyage allant d'une heure à 5 heures. On note la diminution progressive de l'intensité et l'élargissement des pics de manganèse dans un intervalle de temps allant jusqu'à 10 heures traduisent deux effets superposés. La diminution de la taille des grains par broyage et l'introduction des contraintes de deuxième ordre. Après 20 heures de broyage, le déplacement vers les petits angles devient de plus en plus important du fait de l'accomplissement des principales étapes de formation du composé intermétallique. Pour illustrer le déplacement des pics pendant le broyage, l'évolution de la position du pic 001 principal du manganèse est montrée dans cette figure. L'analyse des pics de diffraction permet aussi la détermination de la taille des cristalliques D et les contraintes présentes dans les poudres. Ces deux paramètres ont été calculés simultanément à partir des spectres de diffraction relatifs aux différents temps de broyage. L'affinement des profils de diffraction a été effectué à l'aide d'un logiciel d'analyse HiScore. Nous avons remarqué que la taille moyenne des grains diminue avec l'augmentation du temps de broyage. Cette diminution est accompagnée d'une augmentation du taux de microdéformation avec le temps de broyage. En effet, la taille moyenne des grains diminue de 41,8 nanomètres à 3 heures jusqu'à 8,5 nanomètres après 45 heures de broyage. Cette figure montre que la valeur du paramètre de maille augmente avec l'augmentation du temps de broyage. Cette valeur augmente de 0,58 à 0,59 nanomètres entre 3 heures et 5 heures de broyage respectivement. Stade 1. Puis semble se stabiliser quand on augmente les temps de broyage de 5 heures à 20 heures de broyage. Stade 2, elle continue son augmentation de 0,59 nanomètres jusqu'à 0,61 nanomètres après 45 de broyage. Stade 3. Études structurales et morphologiques par MEP. On remarque clairement que la forme et la taille des particules évoluent d'une manière significative avec l'augmentation du temps de broyage. La micrographie de l'alliage ternanique de manganèse-cobalt montre l'existence des agglomérats qui présentent une structure lamellaire, une taille moyenne variante entre 10 et 50 micromètres. Nous attribuons ces évolutions à la présence du nickel, élément très ductile, qui favorise l'agglomération des éléments entre eux. La granulométrie laser. Au début du broyage, nous avons une seule population dont la taille moyenne avoisine les 600 micromètres. Entre 3 et 5 heures, suite à des défragmentations dues au choc de billes entre eux, avec les parois des jarres, une seule distribution de taille moyenne d'environ 64 micromètres est apparue. Nous constatons également que les courbes ont tendance à se stabiliser vers la gauche.
Après 15 heures, 20 heures, 30 heures de broyage, suite à des défragmentations successives, les poudres élémentaires de manganèse, nickel et de cobalt sont mélangées sous forme d'agglomérats constitués de deux populations représentées par deux pics. La première distribution, en commençant par les grains les plus fins, possède une taille de l'ordre de 6,7 micromètres. La deuxième distribution, de taille plus importante, de l'ordre de 106 micromètres à 138 micromètres, pour respectivement 15, 20 heures et 30 heures de broyage. Après 45 heures de broyage, nous observons deux populations. La première de taille moyenne avoisinant 42 micromètres et la deuxième population dont la taille moyenne des grains avoisine 410 micromètres. Le phénomène peut être attribué à la présence du nickel cobalt. Ce dernier est un élément très ductile favorisant le colmatage des éléments entre eux. Conclusion générale et perspective. La caractérisation microstructurale et morphologique par même a révélé l'évolution de la taille de particules et la forme des poudres obtenues avec le temps de broyage et la nature des poudres à utiliser. La granulométrie a authentifié les résultats obtenus par MEB et consolide la compétition entre les deux phénomènes de soudure et de fracture pour l'augmentation ou la diminution de la taille des particules. Perspective, en raison en raison du mécanisme de double échange entre les éléments magnétiques et voisins, on peut dire qu'on a comme perspective étude des propriétés magnétocaloriques à partir d'une analyse systématique de la valeur, c'est de l'entropie delta Sm au voisinage de la valeur de température de Curie, explorer de nouvelles compositions. Et ainsi, on arrive à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention.